Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente l'énorme jeu Wonderland War. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par Druid City Game et Skybound. C'est un jeu des auteurs Ben et Tim Eisner ainsi que Ian Moss qui se joue de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer environ 60 à 150 minutes, donc environ 30 minutes par joueur. C'est un jeu dont le but sera de marquer le plus de points pour remporter la guerre dans le monde des merveilles. On est inspiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un jeu de backbuilding, de stop ou encore de contrôle de territoire et de draft de cartes. Les joueurs vont incarner un des leaders qui va prendre part à la guerre pour la domination de Wonderland et on va tenter de s'améliorer tout au long de la partie dans des phases de T où on va recruter des cartes qui vont donner des améliorations qui vont nous permettre d'améliorer les jetons dans notre sac et ensuite on va faire une phase de guerre où on va se battre pour les différents territoires pour marquer des points. Alors, Wonderland War, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mai 2022. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table. On va ensuite mélanger les marqueurs de score de région et on va en placer un dans chacune des 5 régions du plateau principal de façon aléatoire. Ce seront les points de victoire qui seront donnés à chacune des 3 guerres dans cette région pendant la partie. On va former une réserve avec les jetons d'éclat de folie. Les jetons noirs ont une valeur de 1 et les jetons blancs auront une valeur de 5. Et on va aussi placer le dé de folie sur la table de thé. On va ensuite placer le marqueur de début de guerre dans la case de la région du Red Keep. Et on va ensuite lancer le dé de folie. Et on va regarder le nombre d'éclats sur la face obtenue. Donc ici on a un éclat. On va donc avancer ce marqueur d'une région dans le sens horaire. On va séparer les cartes de T selon le chiffre qui est écrit sur le verso des cartes. On aura donc des cartes T pour la manche numéro 1, la manche numéro 2 et la manche numéro 3. On va prendre le paquet de cartes T de la manche numéro 1 et on va le placer sur le plateau qui est à la table de T. On va ensuite révéler une carte face visible dans chacun des emplacements à la table de T, selon le nombre de joueurs qu'il y a dans la partie. Il y a certains emplacements qu'on n'utilisera pas, donc comme on fait un exemple à 3 joueurs, on ne placera pas de cartes dans les emplacements 4 et 5 joueurs. On va ensuite prendre les cartes d'alliés. Pour une première partie, on vous suggère de prendre les cartes qui sont identifiées avec un A. On va les placer face visible à côté du plateau qui représenteront les sortes de jetons d'alliés qu'on pourra recruter et placer dans notre sac pour nous aider pendant la partie. On va ensuite placer sur ces cartes les jetons d'alliés niveau 1 et niveau 2 pour chacune des cartes d'alliés. Ici, vous voyez que j'ai les jetons de luxe avec les petits jetons de poker. Et dans la version normale du jeu, ce seront des jetons simplement en carton. On va aussi avoir les jetons de forge qui vont être utilisés dans toutes les parties. Donc, peu importe quelle lettre d'allié on va prendre pour la partie. On va aussi se former une réserve avec les jetons de folie sur la table de thé. On va seulement placer les jetons qui ont un seul symbole de meeple à cet endroit. On va ensuite mélanger les cartes d'habitants de Wonderland et on va en révéler 3 faces visibles sur la table à côté du plateau. Ce seront des cartes que les joueurs pourront recruter en cours de partie pour avoir recours à des habitants spéciaux ou bien à des jetons d'artefacts. Il existe 2 types de cartes d'habitants. On a les cartes d'habitants avec des habitants qui sont représentés par des figurines. On va donc aller chercher les figurines de ces habitants pour les placer sur les cartes. Les figurines sont seulement dans l'édition Deluxe du jeu. Sinon, vous aurez des versions avec des standees que je vais d'ailleurs décider d'utiliser pour que ce soit un peu plus visible sur le plateau. Pour les cartes d'habitants d'artefacts, on va aller chercher les 2 jetons correspondants de cet artefact qu'on va aller placer sur sa carte. Et on va mélanger les cartes quêtes et on va les placer à côté du plateau pour former une pioche.
Chaque joueur va se choisir un leader et va prendre le plateau personnel de ce leader ainsi que toutes les pièces à sa couleur, dont sa figurine de leader, que je vais utiliser les standees au lieu des figurines. On va recevoir 5 châteaux à notre couleur, 6 disques, un cube, un jeton 50 et 100 points de victoire si on dépasse la piste de score. On va aussi prendre notre sac, tous les jetons de notre couleur, ainsi que nos partisans et nos cartes de pari. On peut aussi donner à chaque joueur un aide de jeu pour les phases de jeu. On a d'un côté la phase de Tea Party et de l'autre côté les étapes pour la phase de guerre. Et le deuxième aide de jeu sera les pouvoirs qu'on a choisi d'utiliser pour les jetons d'alliés qui sont la lettre A dans notre exemple. Les joueurs vont placer le jeton bouclier du côté bouclier pas brisé. Donc on a un côté brisé et on a un côté qui n'est pas brisé. On va le placer dans le coin de notre plateau personnel. On va prendre 4 de nos disques qu'on va aller placer sur les 4 emplacements des pouvoirs qui sont verrouillés de nos personnages en début de partie. On pourra déverrouiller ces 4 pouvoirs en cours de partie avec certaines cartes qu'on va obtenir dans le Tea Party. Les joueurs ont par contre un pouvoir de base qui est inscrit dans le haut de leur plateau personnel. On va prendre un autre disque, on va aller placer sur la case 1 de la valeur de combat pour notre leader, qui pourra aussi augmenter jusqu'à 6 pendant la partie. Notre 6e disque sera placé sur la case 0 de la piste de score du plateau principal. Et notre cube sera placé sur la case 0 de la piste de combat du plateau principal. Sur chaque emplacement de notre plateau personnel où il y a une icône de Meeple, on va aller placer un de nos partisans. On aura donc 4 partisans au total qui seront placés dans ces emplacements et les joueurs pourront les gagner lorsqu'ils vont gagner ces améliorations en cours de partie. Pour les cartes de pari, les joueurs ont seulement à garder les cartes des joueurs qui sont dans la partie. Donc ici, pour le Chapelier Fou, comme il n'est pas dans la partie, je vais retirer cette carte. Et même chose pour le Jabberwock. Donc je vais seulement garder les cartes de mes adversaires, donc qui seront le chat et la reine de cœur dans notre exemple. Dans les jetons de notre couleur, on va prendre 4 jetons qui sont numérotés avec une puissance de 3. Et on va aller les placer sur les emplacements les plus à droite de chacune des pistes d'amélioration de notre plateau personnel. Les joueurs pourront gagner ces jetons dès qu'ils auront déverrouillé les améliorations qui sont juste en dessous. Il devrait donc rester aux joueurs 2 jetons de valeur 3, 1 jeton de valeur 2 ainsi que 3 jetons de valeur 1 de leur couleur. À ceci, ils vont ajouter un jeton de forge à la réserve générale, 2 jetons de folie et ils vont prendre aussi un jeton de folie spécial à 2 icônes dans la boîte de jeu et tous ces jetons vont former leur réserve de jetons de départ qu'ils vont ensuite placer dans leur sac pour les mélanger. Tous les joueurs vont piocher 2 cartes quête, vont les regarder et vont en choisir une qu'ils vont conserver au début de la partie et ils vont défausser l'autre en dessous de la pioche. Les joueurs vont ensuite placer leur figurine de leader sur la table de thé du plateau principal. Et on va déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur à avoir pris le thé qui sera désigné premier joueur. Le premier joueur va prendre dans la réserve 3 jetons d'éclat de folie. Le deuxième joueur commencera la partie avec 2 et le troisième joueur débutera la partie avec un seul éclat de folie. Une partie de Wonderland War se joue en 3 manches. À chacune des manches, on va commencer par la phase de thé, dans laquelle les joueurs vont déplacer leur leader sur la table de thé pour aller recruter des cartes qui leur permettront d'améliorer leur leader, débloquer des nouvelles habiletés, gagner des jetons d'alliés qu'ils pourront ajouter dans leur sac ou aller recruter des habitants et des artefacts de Wonderland pour les aider dans leur guerre. C'est aussi en gagnant des cartes de thé que les joueurs pourront déployer leurs partisans, donc leurs unités, dans les différentes régions du plateau pour se positionner en fonction de la guerre. Lorsque chacun des joueurs aura recruté 4 cartes sur la table de thé, à ce moment-là, on va aller placer nos leaders dans les différentes régions. Ils vont aussi participer à la guerre dans la deuxième phase. On passe ensuite à la phase de guerre. On va commencer par régler la guerre où se trouve le jeton de première guerre. On va faire le combat dans cette région-là en premier. Pour se battre, les joueurs devront avancer sur la piste de combat le plus loin possible pour tenter d'emporter la bataille, ce qui va leur donner les points de victoire indiqués sur le marqueur de score de cette région.
Pour se battre, les joueurs vont piocher des jetons dans leur sac pour pouvoir augmenter leur force de combat et tenter de remporter une guerre. S'ils gagnent une guerre, les joueurs pourront aussi construire un de leurs châteaux dans la région où ils viennent de remporter une guerre. Ce château vaudra des points à la fin de la partie et nous donnera des points de bataille dans les prochaines guerres qui se dérouleront dans cette région. Et on va ensuite régler les guerres dans toutes les autres régions, une à la fois. Ce qui va mettre fin ensuite à la phase de guerre. On va revenir à la table de thé. On va prendre les cartes de la manche numéro 2 pour les placer tout autour. On va les recruter pour continuer de s'améliorer. Et ensuite, on va retourner faire une deuxième phase de guerre. Et finalement, on va aller à la manche numéro 3 où on va utiliser les cartes de thé numéro 3 pour les recruter et continuer de s'améliorer. Et on va ensuite refaire une guerre dans chacune des régions avant de passer au décompte final des points. Chacune des 3 manches se sépare en 2 phases. La première phase, c'est la phase du Tea Party, dans laquelle les joueurs vont se promener sur la table de thé pour aller recruter les différentes cartes qui s'y trouvent pour améliorer leur faction, débloquer des pouvoirs de leur personnage, améliorer la force de leur leader, gagner des nouvelles quêtes et aller recruter des nouveaux jetons d'alliés qu'ils vont placer dans leur sac. Les joueurs se déplacent en sens horaire autour de la table pour aller recruter des cartes, mais on peut avancer de n'importe quel nombre de cases, donc on peut aller chercher la carte que l'on souhaite. Mais si un joueur fait le tour de la table, il devra s'arrêter au départ et il devra lancer le dé de folie à ce moment-là et devra gagner des éclats de folie égal au nombre d'icônes qu'il y a sur le dé. Mais c'est ce qui va aussi nous permettre de replacer de nouvelles cartes dans les emplacements vides où il n'y a aucun leader. Si je recrute une carte où il y a plusieurs icônes, je vais gagner toutes les améliorations qui sont dictées par ces icônes. Par contre, certaines cartes vont avoir une barre oblique. À ce moment-là, je dois choisir une des 2 options de chaque côté de la barre oblique pour gagner cette amélioration. Certaines cartes ont l'icône du dé de folie en haut de la carte. Donc, quand je vais gagner cette carte, je vais gagner les bénéfices qui sont dessus. Mais je devrais lancer le dé de folie et gagner des éclats de folie égal au nombre d'icônes qu'il y a sur le dé. Il y a aussi plusieurs cartes qui comportent des icônes avec un meeple et un chiffre inscrit à l'intérieur de celui-ci. C'est un icône qui nous permet de déployer des partisans dans les différentes régions du plateau pour se préparer à la guerre. Et finalement, les cartes grises. On va gagner la récompense qui est en haut de la carte, mais pour la récompense du bas, on voit qu'il y a une icône de dé de folie sur cette récompense, donc elle est optionnelle. Le joueur peut décider de ne pas la prendre, donc si c'est gagner une carte quête, mais s'il décide de le faire, il devra à ce moment-là lancer le dé de folie et gagner des éclats selon le nombre d'icônes sur le dé. Donc, à son tour de jeu, un joueur va avancer sur la table pour aller choisir une carte, va gagner les récompenses qui sont sur la carte et va la placer dans sa zone de jeu. On va continuer ainsi à tour de rôle jusqu'à temps que les joueurs aient chacun recruté 4 cartes T et gagner les récompenses qui sont attachées à celles-ci. Et lorsque ça revient à notre tour de jeu et qu'on a déjà 4 cartes T, à ce moment-là, on va prendre notre figurine de leader et on va aller la placer dans une des régions du plateau principal en vue de la guerre. Et la phase de thé se terminera lorsque tous les leaders seront placés dans les régions. On va donc commencer la phase de thé avec le premier joueur, qui est celui qui incarne Alice. Sur les fiches de personnage des joueurs, on a un pouvoir en commençant la partie qui est en lien avec la phase de thé. Pour Alice, c'est qu'elle doit faire son déplacement dans le sens anti-horaire au lieu du sens horaire comme tous les autres joueurs. Donc Alice pourrait décider de se déplacer jusqu'à cette carte qu'elle va ensuite prendre et placer dans sa zone de jeu. On retrouve 2 icônes d'amélioration sur cette carte T. Premièrement, Alice va gagner un jeton de forge qu'elle va pouvoir placer dans son sac directement. Et elle va gagner un jeton d'allié de la sorte de son choix. Donc ce symbole veut dire n'importe quelle couleur d'allié. Mais comme il y a un seul point, ça veut dire que c'est un allié de niveau 1. Et elle va décider de prendre un jeton de flamand niveau 1 qu'elle va aussi ajouter dans son sac. Donc les jetons seront immédiatement placés dans son sac. Finalement, on retrouve un icône de partisan dans le haut de sa carte, ce qui veut dire qu'elle va prendre un de ses partisans de sa réserve et va aller le placer dans une des régions du plateau principal. On passe ensuite au tour de la reine de cœur, qui elle doit aller dans le sens horaire. Je vais donc décider de m'arrêter à la première carte, de la gagner, et la placer dans ma zone de jeu. Il y a 3 icônes d'amélioration sur cette carte
habilités. Premièrement, la reine va gagner un jeton de forge qu'elle va aller placer directement dans son sac. Par la suite, on voit le symbole de l'épée. C'est qu'on va améliorer la force au combat de notre leader. On va donc l'avancer ici sur la piste d'épée. Donc la reine a maintenant 2 de puissance militaire. Et le troisième icône, c'est le symbole de l'éclat de folie avec un X. Ça veut dire qu'on va détruire un de nos éclats de folie. Donc on va le retourner dans la réserve générale. Les leaders peuvent se rendre jusqu'à une force militaire de 6. Si jamais on est au maximum et qu'on gagne encore des icônes d'épée, à ce moment-là, on va détruire un de nos éclats de folie. Et comme il n'y a pas d'icône de meeple sur cette carte, ça veut dire qu'on ne pourra pas aller déployer des partisans. C'est au tour du chat, qui lui aussi va bouger dans le sens horaire et décide de s'arrêter à cet endroit sur la table de thé pour gagner cette carte. Cette carte va permettre aux joueurs roses de gagner 2 jetons d'alliés, donc les tours de niveau 1. Il va les prendre dans la réserve et les placer directement dans son sac. Par la suite, on voit que cette carte, il y a l'icône du dé de folie. On va devoir lancer le dé de folie. Et ici, je vais gagner un éclat de folie. Si j'avais obtenu un 2 ou un 3, j'aurais pu utiliser l'habilité de base du chat. Donc c'est s'il lance un 2, il peut donner un des 2 éclats à un autre joueur. Et même chose, s'il lance le 3, il peut donner un des 3 éclats à un autre joueur. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas utilisé notre pouvoir puisqu'on a seulement obtenu 1 sur le dé. Et finalement, on retrouve un icône de partisan avec un 2. Ça veut dire que je peux déployer 2 partisans dans une des régions du plateau principal. On doit les placer les 2 dans la même région. On revient au tour d'Alice qui, elle, se déplace en sens anti-horaire et elle va s'arrêter à cet endroit pour gagner cette carte. Premièrement, Alice va gagner un jeton d'allié de son choix. Elle va décider de prendre un jeton de créature niveau 1 qu'elle va aller ajouter dans son sac. Ensuite, comme c'est une carte grise, la partie du bas est optionnelle, donc c'est de gagner une carte quête. Mais si je décide de le faire, je devrais lancer le dé de folie. Donc Alice va décider de faire le pouvoir du bas, donc elle va lancer le dé de folie et elle a obtenu 2. Elle va donc gagner 2 éclats de folie. Mais elle va aussi gagner une carte quête qu'elle va pouvoir acheter à sa main. Les joueurs n'ont pas de limite de carte quête qu'ils peuvent posséder. Finalement, comme il y a une icône de meeple avec un 2, elle peut déployer 2 de ses partisans et les placer dans une des régions du plateau principal. C'est au tour de la reine de cœur qui va avancer pour aller chercher la carte qui est ici. C'est une carte avec une barre oblique. Je dois choisir l'option du haut ou celle du bas. L'option du haut, c'est de gagner 1 point de force pour mon leader et de gagner une carte quête, alors que l'option du bas est de déverrouiller un de mes pouvoirs de personnage parmi les 4 qui sont disponibles sur mon plateau joueur. Les 2 pouvoirs du haut font référence à nos jetons de valeur 3 de notre couleur qui sont dans notre sac. Ça va leur rajouter des habiletés. Alors que les 2 pouvoirs du bas sont des pouvoirs passifs pour ce personnage qui vont perdurer pour le reste de la partie. Je vais décider de prendre l'option du bas et de déverrouiller mon 4e pouvoir qui va me permettre d'aller tuer des partisans aux autres joueurs lorsque je vais placer ma figurine de leader dans une des régions à la fin de la phase de Tea Party. Le petit cylindre peut être remis dans la boîte de jeu. Et avec cette carte, la reine peut déployer 2 partisans dans une des régions du plateau. Mais elle, son pouvoir de base, c'est qu'elle peut séparer les partisans qu'elle place. Elle pourrait les placer dans plusieurs régions différentes, contrairement aux autres joueurs qui sont obligés de toujours les placer dans la même région. On revient au chat qui va avancer à la prochaine carte pour la gagner. Il a lui aussi une barre oblique sur sa carte. Il devra choisir l'option du haut ou l'option du bas. On va y aller pour l'option du haut, donc le symbole de W qui fait référence aux cartes de Wonderlandian, donc les habitants de Wonderland. Il va donc se choisir une des 3 cartes d'habitants qui est révélée face visible. Donc on a les différents habitants qui sont représentés par des figurines et qui ont des habiletés et des forces de combat. Et on a les autres cartes qui sont des artefacts qui sont représentés plutôt par des jetons spéciaux qui vont aller dans notre sac et qui auront une habilité propre à eux. Mon joueur va décider de recruter la licorne. Il va donc prendre la carte et la placer dans sa zone de jeu pour se rappeler les habiletés et la force de combat de la licorne. Ensuite, il devra la déployer immédiatement comme si c'était un partisan. Il va donc aller placer sa licorne sur le plateau principal dans une des régions. Et comme sa carte avait 2 icônes de déploiement, il va aussi aller déployer 2 de ses partisans dans une région.
Lorsqu'on a recruté une carte d'habitant, on va révéler la prochaine carte face visible sur la table. Donc ici, c'est le lapin et je vais aller placer sa figurine sur sa carte pour qu'il y ait toujours 3 cartes de disponibles pour le prochain joueur. On passe ensuite à Alice qui va aller s'arrêter sur la carte qui est ici pour la gagner. Elle va premièrement gagner une créature de niveau 1 qu'elle va aller ajouter dans son sac. Et ensuite, elle va gagner une carte quête qu'elle va ajouter à sa main de carte quête. Et finalement, elle peut déployer un de ses partisans sur le plateau principal. C'est ensuite le tour de la reine de cœur qui va s'avancer pour prendre cette carte. Elle va choisir l'option du haut de la barre oblique, c'est-à-dire qu'elle va gagner un jeton de forge qu'elle va aller placer dans son sac et elle va pouvoir détruire un éclat de folie et le retourner à la réserve principale. De plus, elle pourra déployer 3 partisans sur le plateau principal et comme c'est la reine de cœur, elle peut les placer dans plusieurs régions différentes. C'est au tour du chat qui n'est pas vraiment intéressé par les 2 cartes restantes sur son chemin. Il va donc décider de les passer et de se rendre jusqu'au bout de la table. Il devra arrêter devant l'icône du dé de folie. On va le lancer. Il va gagner ici un éclat de folie. S'il avait lancé un 2 ou un 3, il aurait pu activer son habileté et en donner une à un autre joueur. Et cela va nous permettre de remplir toutes les cases qui sont libres, c'est-à-dire les cases qui sont vides et dont il n'y a pas de leader vis-à-vis. On va donc remplir ces espaces avec des nouvelles cartes. Et ensuite, il pourra continuer son chemin pour aller chercher une carte qu'il le désire. Donc ici, on ne placera pas de carte devant ces 2 emplacements-là, puisqu'il y a des leaders de présent. Et comme on joue à 3 joueurs, on va ignorer les cases 4 et 5 joueurs. Donc, il va décider de venir chercher la première carte qui l'intéresse beaucoup plus. Premièrement, avec cette carte, il va déverrouiller un de ses pouvoirs de faction. Il va déverrouiller le premier pouvoir en haut, qui va donner un pouvoir à ses jetons roses de niveau 3 lorsqu'il va les piocher dans les combats. Il va ajouter à sa force la valeur du dé de folie. Ensuite, c'est une carte grise, donc il a l'option de prendre le pouvoir du bas, mais s'il le fait, il devra lancer le dé de folie. Le joueur va décider de le faire, il va donc lancer le dé de folie. Il a obtenu 2 éclats de folie, il va en gagner un et il peut maintenant activer son pouvoir de choc, peut le donner à un autre joueur, va le donner à la reine de cœur qui en avait 0. Cette deuxième action va lui permettre de déployer 2 partisans dans une région. Et ensuite, on a aussi l'icône de déploiement dans le haut de la carte. Donc, il va pouvoir faire un deuxième déploiement de 2 dans une autre région. Il pourrait placer les 4 partisans dans la même région ou faire 2 déploiements de 2 dans 2 régions différentes du plateau principal. C'est au tour d'Alice qui va aller choisir sa 4e et dernière carte. Elle va aller chercher la carte qui est juste à côté d'elle. Elle va gagner 2 alliés fleurs niveau 1 qu'elle va aller chercher dans la réserve pour ajouter dans son sac. Ensuite, elle devra lancer le dé de folie et gagner 2 éclats de folie qu'elle va ajouter à sa réserve personnelle. Et finalement, elle pourra déployer 2 de ses partisans dans une des régions du plateau principal. Et c'est au tour de la reine de cœur d'aller chercher sa dernière carte. Elle va s'arrêter sur la carte qui est juste à côté. Elle va tout simplement gagner un jeton de forge qu'elle va ajouter dans son sac. Elle va augmenter la valeur de combat de son leader. Elle sera maintenant rendue à une force de 3. Et elle va pouvoir déployer un de ses partisans sur le plateau principal dans une des régions. Et finalement, le chat va aller chercher sa 4e carte. Il va avancer pour aller chercher la carte qui est ici. Et il va gagner un jeton de tour niveau 1 qu'il va placer dans son sac. Il va aller se piocher une carte quête pour ajouter dans sa main. Et il va pouvoir déployer un partisan sur le plateau principal. On revient ensuite à Alice qui, comme elle a déjà 4 cartes T, elle va aller placer son leader dans une des régions du plateau principal. Elle va aller le placer à cet endroit. La reine de cœur va faire la même chose, décide d'aller placer son leader dans cette zone, mais elle a un pouvoir que quand elle place son leader, elle va tuer un partisan à chaque adversaire. On va donc retirer un partisan d'Alice et un partisan du chat. Donc la reine a maintenant 3 partisans et le chat en a 2. En comptant sa licorne. Et finalement, le chat va aller se placer à cet endroit. Il pourrait avoir plusieurs leaders dans la même région. En plus de tous les icônes qu'on vous a montrés sur les cartes de la manche numéro 1, on retrouvera certains nouveaux icônes sur les cartes des manches numéro 2 et 3.
Notamment, on a une icône qui nous permet de piocher 2 cartes quêtes et d'en défausser n'importe quelle de notre main. On a une icône qui nous permet de construire un château directement dans une région où on n'avait pas déjà un château, puisque les joueurs sont limités à un seul château par région. On a ensuite une icône qui nous permet de réparer notre jeton bouclier. Donc, si jamais notre jeton bouclier est brisé, avec cette icône, on peut le réparer immédiatement. On a aussi des icônes qui nous permettent de nous donner des jetons d'alliés qui sont niveau 2, donc qui ont 2 petits points. Donc ce sont les versions améliorées et plus fortes des alliés. Et on a aussi, dans la manche numéro 3, seulement une icône qui nous permet de retirer un jeton de folie de notre sac. On peut faire ceci sur les jetons qui ont un seul icône de Meeple, mais on ne peut jamais retirer le jeton de folie spécial à 2 icônes. Lorsque tous les leaders sont placés dans les régions du plateau principal, il reste une chose à faire pour terminer la phase de Tea Party, c'est les effets du thé du Mad Hatter qui nous rendent un peu fous. Donc chaque joueur va gagner un jeton de folie qu'il va ajouter dans son sac. Ce sont les jetons à un icône de Meeple. Ensuite, les joueurs vont comparer le nombre d'éclats de folie qu'ils ont présentement. Donc le chat en a 4, la reine de cœur en a un seul et Alice en a 7. Le joueur qui en a le plus, ou les joueurs qui en ont le plus si on a une égalité, vont gagner un deuxième jeton de folie pour ajouter dans leur sac, mais ces joueurs pourront défausser la moitié de leurs éclats de folie en arrondissant à l'entier supérieur. Donc ici, Alice pourrait défausser 4 de ses 7 jetons de folie, mais elle va ajouter un deuxième jeton dans son sac. Et maintenant, on passe à la deuxième phase, qui est la phase de guerre, où on va régler les combats dans chacune des régions du plateau principal. En commençant par la région où se trouve le marqueur du premier combat. Donc, on va commencer par cette région-ci. Pour participer à un combat, un joueur doit avoir des unités dans cette région. On peut avoir 3 sortes d'unités différentes. On peut avoir notre leader qui est présent dans cette région. On peut avoir des partisans qui sont présents. Ou on peut avoir un habitant de Wonderland. Donc, la reine de cœur présentement a 3 unités, 2 partisans et son leader. Et le chat a un partisan et sa licorne. Donc, il a 2 unités dans cette région. Ces 2 joueurs pourront donc participer au combat. Comme Alice n'a aucune unité dans cette région, elle ne pourra pas participer à ce combat. Si Alice avait un château dans cette région, elle ne pourrait pas non plus participer au combat puisqu'elle n'a pas d'unité. Donc un château seul ne peut pas prendre part à un combat. On doit avoir obligatoirement au moins une unité pour pouvoir participer. On pourra suivre les étapes d'un combat sur la carte d'aide de jeu. Donc on a 7 étapes. La première étape est de déterminer la force de combat initiale des joueurs qui vont se battre dans cette région. La force de combat est déterminée par la force de notre leader s'il est présent dans cette région. C'est le cas de la reine de cœur. On va regarder sur sa fiche de personnage. Son leader a une valeur de 3 en combat. Donc, ça va lui donner 3 de combat au départ sur la piste de force. Pour le chat, il a la licorne qui est présente à cet endroit. Et la licorne a une valeur de combat de 2. Donc, lui va commencer à une valeur de 2 de force sur la piste. Une fois les valeurs de force initiales établies pour le combat, les joueurs qui ne participent pas au combat pourront, s'ils le veulent, utiliser leur carte de pari pour parier sur l'identité du gagnant de ce combat. S'ils réussissent à gagner leur pari, ils vont gagner une récompense, mais si jamais ils n'ont pas parié sur la bonne personne, à ce moment-là, ils auront une pénalité et prendront un éclat de folie. Le vote est optionnel, donc un joueur pourrait décider de ne pas parier sur personne. À ce moment-là, il n'aura pas de récompense, mais ne courra pas la chance d'avoir le malus. Disons qu'Alice va prendre une chance. Elle va donc prendre ses cartes de pari et va en placer une sur le plateau pour miser sur la personne qu'elle pense qui va gagner le combat. On passe ensuite à la deuxième étape d'un combat. C'est là que les joueurs vont aller piocher des jetons dans leur sac pour tenter d'augmenter leur valeur de force sur la piste pour tenter de remporter le combat. Les joueurs sont obligés de piocher au moins un jeton de leur sac, donc de façon simultanée. Les joueurs vont plonger leurs mains dans leur sac, vont ressortir leurs mains avec leurs jetons et vont les révéler de façon simultanée. On voit que la reine a pioché un jeton de forge. Elle va le placer dans l'emplacement le plus à gauche de sa piste de jetons actifs et va augmenter sa valeur de combat de la valeur du jeton. Donc le jeton de forge a une valeur de 1. Elle va donc augmenter de 1 de force sur la piste de combat.
Alors que le chat, lui, a pioché un jeton avec de la folie. Il va donc le placer dans le premier emplacement de la piste de folie, dans le haut de son plateau. Pour chaque icône de Meeple sur son jeton de folie, il va retirer une unité de la région. Donc comme il a 2 icônes, il devrait retirer 2 unités. Il serait obligé de retirer son partisan ainsi que sa licorne. Et si jamais un joueur n'a plus d'unités dans la bataille, à ce moment-là, il doit retraiter automatiquement et sa valeur de combat va tomber à 0. Donc il ne participera plus au combat. Ce qui ferait aussi que le combat se terminerait automatiquement puisque le joueur qui est en avance sur la force dans la piste de combat est le seul joueur actif, donc ça mettrait fin au combat immédiatement. Le joueur rose ne veut pas que ça arrive, il va donc décider d'utiliser son bouclier qui va lui permettre de reprendre le jeton qu'il vient de piocher et de le remettre dans son sac et d'en piocher un autre. Ce qui va permettre de continuer le combat un peu plus longtemps. Et ici, j'ai un jeton de tour de valeur 3. Il va donc augmenter de 3 sur la piste de combat. Donc 1, 2, 3. C'est lui qui est maintenant en tête. Maintenant, les joueurs vont replonger leurs mains dans leur sac pour aller se chercher un nouveau jeton. Mais à partir de ce moment-là, à partir du 2e jeton, les joueurs peuvent décider d'arrêter de piocher des jetons. À ce moment-là, ils vont simplement plonger leurs mains dans leur sac, mais vont révéler une main vide s'ils veulent arrêter. Donc, disons que nos joueurs sont allés chercher des jetons et on va les révéler de façon simultanée. La reine a obtenu un jeton de sa couleur de valeur 1. Elle va donc augmenter de 1 sur la piste. Et notre joueur rose a obtenu un jeton de folie avec un icône. Il ne peut plus utiliser son bouclier parce qu'il est brisé, donc il doit subir l'effet. C'est de défausser une unité, donc il va défausser son partisan et le remettre dans sa zone de jeu. Si le joueur rose décide de continuer et qu'il pioche un autre jeton de folie, à ce moment-là, il va perdre son dernier partisan, ce qui va le faire retraiter du combat. Il va tomber à 0 de combat, mais il va pouvoir réinitialiser son bouclier et le replacer sur la face du bouclier construit. Et il va ensuite prendre tous ses jetons dans la zone active et il va les envoyer dans la zone épuisée, dans le bas de son plateau. Il ne pourra pas activer les autres pouvoirs de ses jetons puisqu'il s'est enfui du combat. C'est pour ça que ce serait un bon moment pour ce joueur d'arrêter de piocher d'autres jetons. Les joueurs vont donc replonger leurs mains dans leur sac pour aller chercher un nouveau jeton et vont révéler de façon simultanée. On voit que la reine a pioché un jeton de sa faction de valeur 1. Elle va donc avancer d'1 sur la piste de combat. Et le chat, on voit qu'il a montré une main vide, donc ça veut dire qu'il décide d'arrêter le combat. Comme le joueur rouge est maintenant le seul joueur actif et qu'il est en tête sur la piste de combat, ça va mettre fin automatiquement au combat. Donc les joueurs ne pourront pas piocher d'autres jetons dans leur sac. Un combat prend fin automatiquement aussi si tous les joueurs ont retombé à 0 en même temps. S'il n'y a plus personne d'actif sur la piste de combat, ça met fin au combat. Et si un joueur se rend jusqu'au bout sur la case 25 de la piste de combat, ça va aussi mettre fin automatiquement au combat et c'est ce joueur qui va gagner le combat. Lorsque le combat est terminé, on passe à l'étape 3, c'est de donner les récompenses aux gagnants. Premièrement, le joueur qui est le plus haut sur la piste est considéré comme le joueur en première position. Il va pouvoir placer un de ses châteaux dans la région, s'il n'en avait pas déjà construit un dans une autre manche. Les joueurs sont limités à un seul château de leur couleur dans chacune des régions du plateau, mais on pourrait avoir pendant la partie des châteaux de chaque joueur dans chacune des régions. Les châteaux construits à la fin de la partie vont nous donner des points de victoire. Et pour les prochains combats qui vont se passer dans cette région, le joueur rouge aura un bonus de 2 au combat à cause du château. Le gagnant va aussi marquer les points de victoire sur l'emplacement le plus à gauche. Donc, c'est les valeurs de points de victoire pour la première manche. Il va donc marquer 2 points. Et le joueur en deuxième position, dans ce cas-ci, c'est le joueur rose. Lui va marquer la moitié. Donc, la moitié de 2, il va marquer 1 point de victoire. Ils vont pouvoir les scorer immédiatement et avancer sur la piste de score. Si jamais les joueurs avaient été à égalité et que le combat s'était terminé comme ça, si les joueurs sont à égalité pour la première position, chaque joueur devra choisir entre construire son château ou marquer les points de victoire sur le jeton de scoring. Si jamais c'est le cas, il n'y aura pas de position numéro 2 pour marquer des points. Si jamais il y avait une égalité pour la deuxième position, à ce moment-là, les joueurs vont simplement séparer ces points en deux, arrondis à l'entier supérieur.
Dans ce cas-ci, si deux joueurs étaient arrivés en deuxième position, chacun d'entre eux aurait marqué un point de victoire. On passe ensuite à l'étape 4, qui est l'étape des quêtes. Donc, si les joueurs ont réussi à accomplir des quêtes pendant ce combat, ils vont révéler leur carte quête et gagner des points de victoire. Comme la Reine Rouge avait une carte quête qui était reliée à cet emplacement, qui était les bois. Donc, chaque carte quête est associée à une des 5 régions du plateau principal et va nous demander d'accomplir certaines choses pendant un combat dans cette région. Pour cette quête, c'était d'être dans les bois et de terminer le combat avec un jeton d'une valeur de 1. Donc, il faut que notre dernier jeton, celui qui est le plus à droite, ait une valeur de 1. Ce qui est le cas pour la Reine de cœur. Elle va donc marquer 3 points de victoire pour avoir accompli la partie du haut de sa carte quête. Il y a aussi un deuxième objectif sur les cartes quêtes qui est inscrit dans le bas de la carte, qui est un objectif de fin de partie. Ici, c'est d'avoir 3 châteaux dans des régions adjacentes du plateau principal. Si on réussit cette partie, elle vaut aussi 3 points. Et si on réussit, dans le fond, les 2 parties de la carte, donc la partie du haut pendant un combat et la partie du bas à la fin de la partie, on va avoir un troisième bonus de 3 points pour un maximum de 9 points pour une carte quête. En résumé, si on réussit aucune des 2 étapes de la carte quête, on ne marque pas de points. Si on réussit une des 2 étapes, que ce soit celle du haut ou celle du bas, ça va donner 3 points. Et si on réussit les 2 étapes, ça va donner un total de 9 points. Et les joueurs peuvent accomplir un maximum d'une carte quête dans un combat. Donc, si j'ai plusieurs cartes quête qui se passaient dans les bois, à ce moment-là, je devrais tenter de faire mon autre carte à la manche suivante. On passe ensuite à l'étape 5, qui est d'activer les habilités spéciales de nos jetons dans notre zone active, ainsi que les habilités spéciales de nos habitants qui avaient participé au combat. Le jeton de tour n'a pas d'habilité spéciale, mais si jamais mon joueur avait, disons, terminé son combat avec un jeton de fleur, donc le jeton de fleur dans cette étape va nous donner un point de victoire, tout simplement. Et pour ma licorne, à la fin du combat, elle va me donner un point de victoire pour chaque couleur de jeton dans ma zone active. Donc ici, j'ai un jeton gris et un jeton rouge, ce qui me fait un total de 2 points avec ma licorne. L'étape 6 est de forger si jamais on a des jetons de forge dans notre zone active ou si on a terminé le combat sur un emplacement qui a une icône de forge, comme c'est le cas du joueur rose. Si mon joueur rouge avait terminé sur cet emplacement, il aurait eu un icône de forge à cause de son emplacement sur la piste de combat et il a un icône de forge dans sa zone active, ce qui fait qu'il aurait pu forger 2 fois. Lorsqu'on forge, on va prendre n'importe quel jeton de notre zone active et on va aller le placer sur une des pistes de notre plateau personnel pour pouvoir débarrer des choses, des améliorations ainsi que gagner des récompenses. C'est aussi un moyen d'enlever des jetons de notre sac, donc on va essayer de forger avec des jetons qui ont des valeurs basses pour avoir un sac de plus en plus puissant. Lorsqu'on forge, on va devoir placer notre jeton dans un emplacement qui est à gauche sur une des pistes. On doit obligatoirement les remplir de gauche vers la droite. Lorsqu'on va remplir l'emplacement qui est à droite, en plus de la récompense qui est écrite sur le plateau, on va aussi gagner le jeton de valeur 3 de notre couleur qu'on va rajouter immédiatement dans notre sac. Pour les améliorations de la première rangée, on va tout simplement détruire des éclats de folie. Donc ici, on détruit un éclat de folie et ici aussi. Et celui-là va nous donner notre jeton de valeur 3 de notre couleur. La deuxième rangée, on voit que c'est des améliorations de combat. Donc on va augmenter la force de combat de notre leader avec les 3 améliorations qui sont sur la deuxième rangée. Si on dépasse la valeur de 6, on va détruire des éclats de folie à ce moment-là. Et la troisième, au bout de cette rangée, va aussi nous donner un jeton de valeur 3 de notre couleur. Pour la troisième rangée, la première case va nous donner accès à ce partisan qu'on va mettre dans notre réserve et de plus, on va gagner une quête. Pour la deuxième case, on va tout simplement gagner le partisan qui était dessus et l'ajouter à notre réserve. Pour la troisième case, on va gagner les 2 partisans et les ajouter à notre réserve. Et pour la quatrième case, on va simplement gagner 4 points de victoire immédiatement. Et on va gagner aussi le jeton de valeur 3 qu'on va ajouter directement dans notre sac. Pour la dernière rangée, la première case ici, c'est d'augmenter la valeur de nos châteaux à 4 points. Normalement, les châteaux vont valoir 3 points de victoire à la fin de la partie. Mais si j'ai cette amélioration, ils vaudront 4. Si j'ai celle-ci, ils vaudront 5. Et si j'ai la dernière, mes châteaux vaudront 6 points de victoire à la fin de la partie. Et pour la deuxième case de cette rangée, c'est de débarrer un de nos pouvoirs de faction sur notre plateau personnel.
De plus, certains emplacements ont des chaînages. Par exemple, si on regarde la case qui est ici et celle juste en dessous, on voit qu'il y a une icône d'amélioration pour débloquer un de nos pouvoirs entre ces deux cases. Donc, lorsque j'aurai placé des jetons dans ces deux cases, je vais gagner immédiatement le bonus de chaînage qui va me permettre de débloquer une de mes habilités. Donc ici, mon joueur rouge a 2 forges à faire, une à cause de son jeton et une à cause de l'emplacement sur la piste de combat. Je peux forger avec n'importe quel jeton de ma zone active. Je ne suis pas obligé de forger avec le jeton de forge. Donc je vais prendre mon jeton ici de valeur 1 pour faire ma première action de forge. Je vais aller améliorer mes châteaux à 4 points. Et pour ma deuxième forge, je vais prendre mon autre jeton de valeur 1 et je vais aller le placer ici sur la deuxième case qui va me permettre de débloquer un pouvoir et je vais débloquer celui-ci. Et mon joueur rose a aussi un effet de forge puisqu'il a terminé le combat sur une icône de forge. Je vais forger en utilisant ma fleur que je vais aller placer à cet endroit-là, ce qui va me permettre d'enlever un de mes éclats de folie et de le remettre dans la réserve. Et ensuite, le pouvoir de la fleur, si je la forge, je vais aussi gagner immédiatement 2 points de victoire. Et à la 7e étape, les joueurs vont prendre tous les jetons restants dans leur zone active et vont les déplacer dans la zone de jetons épuisés dans le bas de leur plateau personnel. Et finalement, on va regarder si Alice a gagné son pari. On va révéler la carte de pari. On voit qu'elle avait parié sur la reine de cœur et elle a eu raison puisque c'est elle qui a remporté le combat. À ce moment-là, Alice va gagner n'importe quel jeton d'allié niveau 1 qu'elle va pouvoir placer dans son sac. On va dire qu'elle choisit un soldat de cartes à ajouter à son sac. Si elle n'avait pas eu le bon gagnant, à ce moment-là, elle aurait gagné un éclat de folie à la place. Et par la suite, on va replacer les cubes à 0 sur la piste de combat pour se préparer au prochain combat. Toutes les unités restantes dans une région après un combat vont rester sur le plateau. On passe ensuite au prochain combat en suivant le sens horaire. On irait donc faire un combat dans cette région, mais on voit qu'Alice est seule. À ce moment, il n'y aura pas de combat, mais le joueur devra choisir entre la récompense des points ou bien la récompense de construire un château. Comme la récompense est de seulement 2 points, Alice va décider simplement de construire un château. Évidemment, lorsqu'un joueur est seul dans une région, les autres joueurs ne peuvent pas parier puisqu'il n'y a pas de combat. On passe ensuite au prochain combat. Disons que c'est le chat qui l'a emporté. Il a perdu un partisan, la reine aussi, mais c'est le chat qui avait le plus. Il va marquer 4 points de victoire. Il sera donc rendu à 8 points. La reine a la deuxième position pour la moitié des points, donc 2. Et le chat va construire un de ses châteaux à cet endroit. On passe ensuite à la prochaine région qui est ici, où les 3 joueurs vont combattre pour ce territoire. On va dire que la reine a busté et a perdu toutes ses troupes dans cette bataille, alors que le chat en a perdu une avec un jeton de folie. Mais c'est Alice qui a réussi à l'emporter, donc Alice va aller marquer 4 points de victoire, et le chat va marquer la deuxième position pour 2 points. Mais Alice va pouvoir construire un château dans cette région. Et pour notre dernier combat, disons que tous les joueurs ont pioché leurs jetons pour perdre 2 partisans au même tour. Donc tout le monde a fui la bataille et personne n'a gagné ici. Et à la fin du dernier combat, ça va mettre fin à la phase de guerre. Il va nous rester à déplacer le marqueur pour le premier combat. Donc on va simplement lancer le dé de folie et on va le déplacer en sens horaire du nombre d'éclats obtenus sur le dé. C'est donc à cet emplacement qu'aura lieu la première bataille dans la prochaine phase de guerre. Ensuite, tous les joueurs vont réinitialiser leur sac, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les jetons dans leur zone d'épuisement. Ils vont les remettre dans leur sac. Et même chose pour les jetons de folie qui sont sur la piste de folie. Ils vont les replacer dans leur sac. Il se peut aussi pendant la partie qu'on ait à réinitialiser notre sac. Si jamais on accumule 4 jetons de folie, on va déclencher une réinitialisation de notre sac immédiatement. Ensuite, pour se préparer à la prochaine manche, les joueurs vont reprendre leur leader et vont les replacer à la table de thé. Et on va ensuite reprendre les cartes d'habitants et on va les remélanger dans le paquet de cartes habitants et on va en révéler 3 nouvelles, ou peut-être que celles-ci reviendront pour le début de la prochaine manche. On va aller chercher les figurines ainsi que les jetons correspondants qu'on va pouvoir placer sur ces cartes. On va ensuite retirer les cartes T de la manche numéro 1 restante sur le plateau. Et on va aller chercher le paquet de cartes T de la deuxième manche.
Et on va remplir les différents emplacements avec ces nouvelles cartes qui sont toujours de plus en plus fortes pour permettre aux joueurs de s'améliorer le plus possible pour la prochaine phase de guerre, de gagner des meilleurs jetons d'alliés, d'améliorer notre personnage, débloquer des pouvoirs de faction ou bien construire des châteaux directement sur le plateau. Et pour déterminer le premier joueur pour la deuxième manche, c'est celui qui a le moins de points sur la piste de score. C'est donc Alice qui va débuter la deuxième manche dans la phase de thé. Et les joueurs vont encore accumuler 4 cartes de thé niveau 2 pour s'améliorer. Vont ensuite placer leur leader dans une des régions pour la guerre. On va jouer la deuxième guerre, mais cette fois-ci, on va marquer les points des régions de la deuxième valeur sur chacun des jetons de score des régions. Donc, plus on avance dans la partie, plus les régions vont nous permettre de scorer plus de points. Et ensuite, on va aller jouer une troisième phase de thé avec les cartes niveau 3. Et on va aller jouer une troisième phase de guerre en utilisant les plus hautes valeurs de scoring de chacune des régions du plateau. Lorsqu'on aura terminé la troisième guerre, on va passer au décompte final des points. En plus des points que les joueurs ont scorés pendant la partie, on va additionner la valeur de nos châteaux qu'on a réussi à construire pendant la partie. Comme il m'en reste un dans ma réserve, ça veut dire que j'ai réussi à en construire 4. Chaque château a une valeur de base de 3 points qu'on peut avoir amélioré avec la dernière ligne d'amélioration. Donc ici, j'ai augmenté la valeur de mes châteaux à 4 points chacun. Donc 4 x 4, ce qui fait 16 points avec mes châteaux. Ensuite, on va regarder les parties du bas de nos quêtes. Donc, disons que j'ai réussi dans la partie ces 3 quêtes-là avec la partie du haut. Maintenant, je vais regarder lesquelles j'ai réussi aussi à faire la partie du bas. Pour la première qui est ici, c'est d'avoir 5 quêtes. Je n'ai pas réussi parce que j'en ai seulement 3. Donc, je n'aurai pas de points supplémentaires avec celle-ci. Pour ma deuxième quête, avoir réussi à ramasser 7 fleurs ou soldats pendant la partie. Ils peuvent être dans notre sac, dans notre zone d'épuisé ou bien dans notre zone de forge. Donc, c'est le nombre qu'on a ramassé de ces deux sortes-là pendant la partie. Si j'ai réussi à en avoir 7, disons que j'ai réussi. À ce moment-là, je vais gagner 6 points supplémentaires puisque j'avais fait la partie du haut aussi qui avait donné 3 points. Donc, comme j'ai réussi les deux, j'ai 6 points de plus. Pour mon autre, c'est d'avoir 5 éclats de folie et moins. J'ai aussi réussi puisque j'en ai seulement 4. Donc, je vais faire un autre 6 points avec cette quête. Si jamais on dépasse la piste de score du plateau principal, on peut utiliser le jeton plus 50 et éventuellement plus 100 si on réussit à faire 2 tours de la piste qu'on peut aller placer sur le plateau principal. Et finalement, chacun de nos éclats de folie va nous enlever un point, donc j'en ai 4, donc je vais avoir moins 4 points à cause de mes éclats de folie. Et ça va donner notre score final. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le moins d'éclats de folie qui va départager l'égalité. Sinon, c'est le joueur qui a le plus d'unités sur le plateau à la fin de la partie qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Wonderland's War. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Wonderland War? On va regarder les côtés positifs. Évidemment, c'est une belle production qui passe par Kickstarter. Ce que vous avez vu, c'est l'édition Deluxe Kickstarter. Donc, avec les figurines au lieu des standees, même si je vous ai montré les standees, parce que je trouve qu'ils ont peut-être une plus belle présence que les figurines non peintes. On a aussi les jetons de poker au lieu des jetons de carton qui vient dans la version Deluxe. Donc, la version en magasin, vous allez avoir des jetons en carton et vous allez avoir des standees au lieu des figurines. Donc la production elle est magnifique, c'est super beau, autant la qualité du matériel, donc les jetons de poker, le feel qu'on va avoir avec ça. Dans le sac, c'est vraiment très agréable à manipuler, donc pour un back building d'avoir des jetons de style poker, c'est vraiment la top qualité, on peut pas avoir mieux que ça. Les sacs aussi, très résistants, sont très grands, on a en masse de place pour aller piocher nos jetons dedans, donc c'est vraiment super pour la production du matériel. Le plateau aussi qui est très énorme, on manquera pas de place sur la table pour ça. La qualité des cartes aussi, elle est bonne, donc c'est vraiment une belle production dans son ensemble, même si évidemment c'est une version de luxe, donc on s'attend à avoir de la bonne qualité. J'adore aussi le visuel du jeu, ça nous vient de l'artiste Manny Tremblay qu'on connaît pour notamment qui a fait le visuel de Dice Throne.
Stone, donc quelqu'un que j'apprécie beaucoup son travail. J'aime le style très coloré qu'il va le donner à des univers et à mettre son style avec l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je trouve que ça a donné un beau résultat. Donc c'est un jeu qui a des belles couleurs éclatantes, le plateau avec du rose, du vert et tout ça qui nous rappelle un peu cet univers magique-là. Puis chaque personnage va avoir sa propre couleur aussi, fait que ça va vraiment faire très éclaté le niveau couleur. Donc je trouve ça très beau comme visuel. Donc encore une fois, Manny Tremblay qui a fait vraiment du très bon travail. Le cœur du jeu, c'est un back building, donc on va essayer d'améliorer les jetons dans notre sac pour essayer de performer le mieux possible pendant la guerre et essayer de marquer le plus de points. C'est un cœur qui nous fait penser beaucoup au Charlatan de Belcastel. Plusieurs le compareront avec ce jeu-là. Mais il faut faire attention, on est quand même dans un jeu qui a beaucoup plus de complexité, beaucoup plus d'options, de petites règles par-ci, par-là. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a aimé Charlatan qu'on va nécessairement aimer Wonderland War, même si le cœur reste quand même semblable. Ce que j'aime aussi dans ce jeu-là, c'est que l'issue du combat, la victoire n'est pas la seule chose qui est importante. Et ça me fait penser à la trilogie de jeux d'Eric Lang, un peu Blood Rage, Rising Sun ou Hank. C'est qu'il y a des façons de faire des points, il y a des choses que tu peux aller chercher dans une bataille qui peuvent être intéressantes, à part de faire la victoire. Donc tu peux essayer de justement focusser sur une quête pour essayer d'aller chercher des points bonus avec cette quête-là. Tu peux essayer de terminer sur un endroit où il y a une forge qui va te permettre de justement enlever un de tes jetons et ensuite améliorer ton sac, et ce qui te permet aussi de débloquer une amélioration sur ton plateau joueur. Fait que, bref, toutes ces petites choses-là, des fois, sont plus importantes que de faire un genre de 2 points en finissant premier ou un 2 points en finissant en 2e place. Donc ça, c'est intéressant, ça va pousser le niveau stratégique un petit peu plus loin, de dire que je vais essayer de gagner le combat qui est là, mais celui qui est là-bas, je vais mettre juste 1 ou 2 partisans, puis mon but, ça va juste être d'essayer de faire la quête que j'ai présentement, puis en plus, je vais essayer de finir sur une forge. Des fois, la quête, ça peut être de finir sur une forge à ce place-là, fait que tu peux faire les deux, puis ça peut quand même te débloquer des choses qui sont intéressantes. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça va vraiment donner des réflexions intéressantes aux joueurs. Donc, le fait que la victoire n'est pas la seule chose qui est importante dans une bataille, je trouve ça super intéressant. Sinon, le côté d'asymétrie, si on peut le dire comme ça, avec les pouvoirs variables des joueurs, il y a quand même beaucoup de pouvoirs différents sur chaque plateau joueur. On commence avec un pouvoir passif et on peut déverrouiller 4 pouvoirs supplémentaires, 2 qui vont donner un petit pouvoir à nos jetons numéro 3 de notre couleur et d'autres pouvoirs qui sont des pouvoirs passifs qui sont différents pour chaque personnage. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à penser, ça fait beaucoup de choses à essayer niveau stratégie, parce que c'est rare une partie que tu vas débarrer tous tes pouvoirs de toute façon. Donc c'est de dire, ok, je vais essayer de débarrer ces deux-là, puis essayer de focusser là-dessus, puis essayer de tirer avantage de ce pouvoir-là que je viens de me débloquer. Puis une autre partie avec le même personnage, je pourrais essayer les 2 autres pouvoirs, voir qu'est-ce que ça peut donner comme différence. Fait que t'as quand même des belles options d'un personnage à l'autre, sont très différents. Et évidemment, d'une partie à l'autre aussi, ça peut être différent selon la combinaison que tu vas te faire. Même chose avec les améliorations sur notre plateau joueur. On a les 4 rangées d'améliorations avec les jetons qu'on va forger. Encore une fois, tu peux décider d'augmenter la force militaire de ton leader pour que ça soit vraiment un gros boost quand tu vas le placer sur le plateau et qui va venir t'aider en combat. Tu peux essayer de focusser sur améliorer tes châteaux pour qu'ils valent 6 points chacun à la fin de la partie. Ça peut être vraiment payant. Tu peux essayer de te débloquer le plus de partisans possible pour justement aller chercher des cartes qui te permettent de mettre beaucoup de partisans sur le plateau. Donc tu vas avoir moins de chances de buster quand tu vas essayer de te combattre sur les différentes guerres. Fait que, bref, il y a beaucoup de personnification qu'on peut faire de nos personnages, autant avec les pouvoirs qu'on débloque que les 4 rangées d'amélioration. Fait qu'il y a plein de combinaisons qu'on peut faire d'une partie à une autre avec chaque personnage. En plus de ça, on a les habitants, fait que tu peux avoir Humpty Dumpty, tu peux avoir le lapin, tu peux avoir une licorne. Qui voudrait pas une licorne? Tu peux avoir des artefacts, tu peux avoir la montre du lapin, tu peux avoir la couronne de la reine de cœur, qui vont avoir des jetons spéciaux qui vont être ajoutés dans ton sac, puis qui sont vraiment le fun, qui vont avoir des effets qui vont se déclencher quand tu vas les mettre dans ta zone active. Par exemple, la montre du lapin, quand on va la piocher dans notre zone active, elle a une valeur de 1, donc elle nous fait avancer sur l'échelle de combat. Et la prochaine fois qu'on va piger des jetons, donc la prochaine juste après, on va piocher 3 jetons d'un coup de notre sac et on va choisir lequel des 3 on veut jouer, puis les 2 autres vont retourner dans notre sac. Fait que c'est super intéressant pour justement te donner ce petit pouvoir-là, d'avoir la chance de choisir un jeton parmi 3, puis chaque artefact va avoir un pouvoir différent. Fait qu'encore une fois, ça aussi, tu les verras pas tous dans une partie. Tu n'en recruteras pas des tonnes non plus. Tu vas peut-être en recruter 1 ou 2 cartes d'habitants dans une partie. Fait que ça te permet encore une fois d'en essayer des nouveaux à chaque fois que tu vas jouer. Fait que ça ajoute encore plus de profondeur au jeu. Et si c'était pas assez pour vous convaincre sur la variété et la profondeur de ce jeu,
En plus de ça, vous avez vu que dans notre partie, on a pris la carte A pour les jetons d'alliés. Donc, chaque jeton d'allié a un pouvoir. Les soldats de carte, on peut doubler leur valeur ou on peut amener un jeton de notre zone épuisée à notre sac. Pour les flamands, quand on pige un flamand, le jeton suivant sera doublé, donc on va doubler sa valeur. Les créatures, quand elles vont arriver dans notre zone d'épuisement, elles vont s'améliorer tout seul. On va changer la créature niveau 1 pour une créature niveau 2 qui a une valeur de combat de 5. Les tours n'ont pas de pouvoir, ils ne sont pas affectés par les autres pouvoirs des jetons, mais ont des forces respectivement de 3 et 6, ce qui est assez énorme en puissance pour gagner des guerres. Et finalement, les fleurs, on vous l'a montré dans la vidéo, chaque fleur va te donner 1 point à la fin d'une bataille si elle est dans ta zone active. Et si tu réussis à la forger, elle va te donner 2 points supplémentaires. Donc ça, c'est les pouvoirs des jetons d'alliés sur la carte A. Mais on a aussi la carte B, la carte C et la carte D, qui sont d'autres ensembles de pouvoirs qu'on peut essayer d'une partie à une autre. Donc, ils vont donner des pouvoirs complètement différents à nos 5 jetons d'alliés. Fait qu'encore une fois, on peut changer le pouvoir qu'elles vont avoir. Fait que ça aussi, c'est intéressant. On pourrait même mélanger des cartes A avec des pouvoirs A avec des pouvoirs B, avec des pouvoirs C, avec des pouvoirs D, mais c'est pas recommandé de faire ça dans le livre parce qu'ils ont essayé de balancer chacun des ensembles. Donc, on vous suggère d'y aller comme ça avec un des 4 ensembles, donc ce qui rajoute encore une fois d'autres variétés dans le jeu. Les aides de jeu qu'on nous fournit pour les phases de jeu, donc autant la phase de thé que la phase de guerre l'autre côté. Les aides de jeu qu'on vient de vous montrer pour les pouvoirs des jetons d'alliés qui sont quand même très bien. Donc c'est facile de suivre ce qui va se passer là-dessus. Et après une manche de jeu, je pense qu'on a bien compris la structure de la phase de thé et la structure de la phase de guerre et ça roule vraiment bien au niveau du tempo dans la partie. Donc vraiment bien fait pour les aides de jeu. J'ai aussi beaucoup aimé le système de cartes quêtes qui sont dans le fond des objectifs, des doubles objectifs. Donc on a un objectif qui va se faire pendant les phases de combat et on a un objectif de fin de partie aussi. Fait que c'est super intéressant comme système. Ils sont quand même assez variés dans ce qu'ils vont nous demander. Ça va nous demander toujours d'être à une place précise pour les objectifs de combat et de terminer soit une valeur précise sur l'échelle ou à plusieurs valeurs pour nous laisser un petit peu de marge de manœuvre, de terminer sur une forge, de terminer avec tel type de jeton qui est le dernier jeton qu'on a pioché pour ce combat-là. Fait que ça me donne un petit objectif à garder en tête pendant la partie. Puis on a aussi la partie d'objectif de fin de game qui est intéressante aussi. Puis si je fais les deux, j'ai encore une fois un bonus supplémentaire. Fait que ça peut un peu t'enligner puis te focusser sur certaines choses. Puis il y a quand même plein de façons de gagner des cartes quêtes pendant la partie avec les cartes qui sont dans les phases de thé. Les parties que j'ai jouées sont aussi bien tendues. Le scoring était quand même assez serré la plupart du temps. Avec ça, ça reste toujours intéressant. Puis c'est le genre de jeu que si justement un joueur prend un peu trop d'avance, ben comme c'est un jeu de confrontation où on a des guerres, des combats entre les joueurs, mais c'est sûr que le joueur qui prend l'avance, ben on va peut-être plus essayer de ne pas le faire gagner ou d'aller mettre plus de ressources contre lui aux endroits où il est fort pour pas qu'il gagne trop ses combats puis qu'il fasse un petit peu moins de points. Fait que ça a tendance à s'équilibrer puis garder une partie qui est bien serrée. Pour les côtés négatifs, malheureusement, c'est un jeu qui est seulement disponible en anglais. J'ai pas vu personne annoncer une version française. Il y a, je pense, des versions homemade françaises qu'on peut trouver sur Internet si on fouille un petit peu. Je pense qu'il y en a sur Board Game Geek. Fait que vous pouvez peut-être vous renseigner, imprimer les plateaux de joueurs pour les pouvoirs et des trucs comme ça. Mais officiellement, il n'est pas traduit en français par personne. C'est pas un jeu aussi qui va être disponible longtemps en boutique. J'ai l'impression qu'ils n'en ont pas imprimé des tonnes de ce jeu-là parce que c'est un jeu quand même une grosse production qui coûtait cher à faire. Donc il n'y en aura pas des tonnes dans les boutiques. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse, je pense qu'il va s'épuiser rapidement. Évidemment, on devrait avoir une réimpression dans quelques mois. Je pense que c'est un jeu qui a eu quand même une belle popularité. Sinon, je pense que son plus gros défaut, c'est que c'est un jeu, on dirait qu'ils ont essayé de mettre trop d'affaires en même temps. Puis c'est un jeu qui a énormément de petites règles, puis des fois c'est dur pour les joueurs de se souvenir de tout ce qui se passe, de se souvenir de tous les pouvoirs que j'ai débloqués sur mon personnage, mais aussi se souvenir de tous les pouvoirs que les autres joueurs ont débloqués. Parce qu'évidemment, si je fais pas attention à ça, ben ça, je peux faire des erreurs en allant à telle place, puis l'autre joueur va faire ça, dire ah mais moi j'ai tel pouvoir, je fais telle chose. Puis là, tu dis, ah oui, mais je me souvenais pas que tu avais tel pouvoir. Parce que chaque joueur peut avoir comme 3, 4, 5 pouvoirs sur son personnage, en plus des pouvoirs de ses habitants. Fait que si chaque joueur a 2 habitants qui ont chacun un pouvoir différent, ok, ben là, je vais aller me battre. Où est-ce que la licorne? Qu'est-ce qu'elle fait déjà la licorne? Elle a combien de combats? Je sais plus. Fait que bref, il y a beaucoup d'informations à savoir, puis c'est dur de garder tout ça en tête quand on va jouer. Donc c'est dur d'avoir tout en tête les pouvoirs
de tout le monde, puis les petites affaires de chaque personnage, de chaque habitant qu'on a débarré. Fait que ça fait beaucoup de petites règles à garder en tête. Fait que ça, c'est difficile parce que c'est des choses qui ont un impact sur le gameplay. Donc, si je fais pas attention puis je fais juste ignorer ces affaires-là, ben, je pourrais me faire avoir. Pour le nombre de joueurs idéal, je pense, pour ce jeu-là, je dirais que c'est 3 joueurs. Pour ma part, je l'ai essayé à 5 puis je l'ai essayé à 3. Et définitivement, ma partie à 3, je l'ai beaucoup plus aimé que ma partie à 5. Évidemment, 5, c'est le nombre maximum de joueurs. Donc, c'est un jeu qui va avoir tendance à s'étirer si on joue à 4-5. Donc, à un moment donné, quand ça fait 2h30, 3h que tu joues à ça, on dirait que, justement, ça finit par s'étirer. Donc, ça, c'est le risque à 4-5 joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis, il y a beaucoup de petites règles qui ralentissent un peu le tempo, notamment les fameux paris. Donc, quand tu participes pas à un combat, tu peux miser sur quelqu'un, miser savoir qui va gagner. Donc là, j'ai 2 personnes qui se battent à quelque part. Là, les 3 autres joueurs, ok, ben vous 3, il faut vous parier. Ok, ben là, les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ok, lui, il a tant de points, il y a telle affaire, il y a telle carte. Là, j'analyse pour qui je vais voter. Puis c'est comme des réflexions un peu de trop qui vont finir par ralentir le jeu pour pas grand-chose au final. Tu sais, oui, c'est drôle de pouvoir parier sur le gagnant, mais je pense qu'il faut pas trop prendre de temps puis analyser cette décision-là. Puis, bref, je pense que c'est quasiment une règle qui aurait pu enlever du jeu, là, de ne pas mettre les paris. Je pense que c'est pas si crucial que ça là, dans le gameplay. Une autre chose que j'ai moins aimé, c'est le fameux dé de folie. Donc, je comprends pourquoi il est là, parce que certaines cartes qu'on va recruter sont très fortes. Donc, la punition de prendre une carte forte, c'est de lancer le dé et gagner des éclats de folie, qui sont des points négatifs à la fin de la partie et qui peuvent faire que tu vas gagner plus de jetons de folie. Mais je trouve que ça fait un hasard de trop peut-être dans le jeu. Donc j'aurais aimé mieux que ce soit des valeurs établies sur les cartes. Mais cette carte-là, si tu apprends, elle donne 1 de folie. Si tu prends cette carte-là, elle donne 3, mais elle te permet de construire un château. Au lieu de lancer un dé et de dire que ta punition pour avoir pris cette carte-là, c'est le hasard qui le détermine. Je trouve que c'est un hasard qui n'était pas nécessaire dans ce jeu-là. Et dans le fond, c'est un jeu qui a beaucoup de hasard déjà par le côté backbuilding, le côté push your luck, de tirer les jetons dans ton sac. Fait qu'il n'y avait pas besoin, je pense, de ce dé-là pour acheter une autre couche de hasard qui est peut-être un peu moins le fun que celle du sac. Le plateau prend énormément de place. Je pense qu'il aurait pu réduire un petit peu la taille là, parce que c'est immense la place que ça prend sur une table. Et pour la version de luxe que j'ai été un peu déçu par les figurines. Et pour vous montrer ça, c'est que j'ai même décidé d'utiliser les standees dans la vidéo parce que je trouve qu'on voit mieux vu que les standees sont en couleur. Évidemment, mes figurines ne sont pas peinturées. Donc c'est sûr que de loin, mais des petites figurines, des petits bonhommes gris qui ont tendance à se ressembler pas mal les uns les autres. Donc c'est dur de différencier qui est quoi, qui appartient à qui. Alors que les standees, le fait qu'ils soient en couleur, qu'ils sont un peu plus gros aussi que les figurines, je trouve qu'ils ressortent un peu mieux. Donc côté figurine pour une version de luxe, j'ai été un petit peu déçu à ce niveau-là. Somme toute, Wonderland War, je vais donner une note de B. Donc c'est un bon jeu de backbuilding, de confrontation avec un petit côté push your luck en tirant les jetons dans notre sac. Beaucoup vont essayer de le comparer au charlatan de Belcastel parce que le cœur du jeu reste le même avec le côté du sac et des jetons qu'on va tirer. Mais Charlatan, on dirait que c'est un jeu que plus j'y joue, moins je l'aime. Puis à un moment donné, on dirait que je me tanne de jouer contre mon sac. On dirait qu'à Charlatan, on joue contre son propre sac. Alors que dans celui-là, j'ai l'impression de jouer contre du monde. J'ai pas l'impression de juste me battre contre mon sac puis ma pige de jetons. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de décisions intéressantes à prendre, un peu plus de côté stratégique aussi, comment je me place, comment j'améliore mon personnage, quel pouvoir je débloque, quelle piste d'amélioration je veux aller. Fait que bref, je trouve qu'il y a un peu plus de viande autour de l'os pour moi, puis le côté interaction, puis le côté tension qui est vraiment bien fait dans le jeu et qui donne des belles parties serrées. Donc ce côté-là m'a charmé. Fait que pour moi, à long terme, je pense que c'est un jeu qui va avoir tendance à remplacer les charlatans de Belcastel à cause de ce côté-là interactif puis un peu plus tendu que je trouve un peu plus fun. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mai 2022, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Paper Dungeon. La question du jour est la suivante. Pour lequel de vos jeux favoris aimeriez-vous avoir des composantes de luxe? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer une participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon.
ce qui vous donne aussi accès à notre super serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.